J'ai passé 32 ans à construire une vie dont j'étais fier. Mon mari, Robert, et moi avons élevé notre fils, David, dans une maison modeste mais confortable à Portland, en Oregon. Nous n'étions pas riches, mais nous étions prudents. Nous avons épargné, investi judicieusement, remboursé notre prêt immobilier en avance. Quand Robert est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, j'ai hérité de tout ce que nous avions construit ensemble, la maison, sa pension, nos investissements. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour que je puisse vivre confortablement, et peut-être laisser quelque chose de significatif derrière moi. David avait toujours été un bon fils, du moins c'est ce que je pensais. Il appelait régulièrement, venait nous voir pour les vacances, amenait sa femme Jessica et leurs 2 enfants. Nous avions des dîners le dimanche. Nous célébrions les anniversaires. Je les aidais quand je le pouvais. Garder les enfants de temps en temps, un don financier occasionnel quand ils avaient besoin d'un nouveau toit ou quand la voiture de Jessica est tombée en panne. Étais-je en train d'être une grand-mère ou se servait-on de moi? Je ne me posais pas cette question à l'époque. La première fissure est apparue il y a 6 mois. David a appelé, la voix tendue par le stress. Ils avaient besoin de 15 000 $ pour des frais médicaux, a-t-il dit. La mère de Jessica subissait des traitements contre le cancer que l'assurance ne couvrait pas. Je n'ai pas hésité. J'ai viré l'argent le lendemain, mais quelque chose me tracassait. Lors de notre dîner suivant, quand j'ai mentionné la mère de Jessica, demandant comment elle se remettait, Jessica a semblé confuse. Se remettre de quoi, a-t-elle demandé. David est intervenu rapidement. Maman a du mal comprendre, c'était un traitement préventif. Mais le mal était fait. J'ai vu le mensonge dans ses yeux. J'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. La façon dont le visage de Jessica se durcissait quand je mentionnais mon portefeuille d'investissement. La façon dont David orientait les conversations vers mes projets futurs. Les suggestions désinvoltes sur le fait de déménager en maison de retraite. Tu vieillis, maman. Ne serait-ce pas plus facile? J'avais 71 ans et je courais 5 km chaque matin. De quelle assistance pensait-il que j'avais besoin? Puis est arrivé le texto qui a tout changé. Je prenais un café dans ma cuisine, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres que Robert avait installées de ses propres mains, quand mon téléphone a vibré. Le nom de David est apparu sur l'écran. J'ai souri, m'attendant à une photo de mes petits-enfants. Au lieu de cela, j'ai lu des mots qui m'ont fait l'effet d'une gifle en plein visage. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi quand tu seras vieille. J'ai ma propre vie et ma propre famille. Mes mains tremblaient. Je l'ai relu encore et encore. Il n'y avait aucun contexte, aucune dispute précédente. Nous avions dîné ensemble à peine 3 jours avant. Tout avait semblé normal. Qu'est-ce qui avait déclenché cela? Où est-ce que ce ressentiment couvait sous la surface depuis le début, caché derrière de beaux sourires et des visites de vacances? Je suis resté assise là pendant près d'1 heure, le café refroidissant dans ma tasse. Comment étais-je censé répondre à cela? Supplier? M'excuser d'être un fardeau que je n'avais même pas demandé à être? Me défendre contre des accusations que je ne comprenais pas? Non, je ne ferai pas ça. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé le dos comme Robert l'admirait toujours, et j'ai tapé 2 mots. D'accord. Juste ça, rien de plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Si David voulait tracer cette ligne dans le sable, je la respecterais. Mais le respect va dans les 2 sens, n'est-ce pas? Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, Thomas Chen. Nous avions travaillé ensemble à la mort de Robert, pour mettre à jour mon testament et ma planification successorale. Thomas, ai-je dit quand il a répondu, je dois réviser mon testament. Pouvez-vous me recevoir cette semaine? Bien sûr, Margaret, tout va bien? Tout est parfaitement clair, ai-je répondu. Et ça l'était, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Je voyais ma situation avec une clarté absolue. Je n'allais pas être le plan de retraite de qui que ce soit, ni le pactole éventuel de personne. Si David avait sa propre vie et sa propre famille dont il devait s'occuper, alors j'avais ma propre vie et mon propre héritage à déterminer. J'ai passé les 2 jours suivants à réfléchir attentivement à ce que je voulais. Qui méritait ce que j'avais passé une vie à construire? La réponse est venue plus facilement que je ne l'attendais. J'ai rédigé des notes, fait des listes, recherché des œuvres de charité.
Au moment où je suis entré dans le bureau de Thomas le jeudi matin, je savais exactement ce que je voulais faire. Ce que je ne savais pas, c'est que David avait accès à mes relevés bancaires via un ancien compte joint que nous avions ouvert il y a des années pour les urgences. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il le vérifiait régulièrement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il verrait le paiement à Chaîne et Associés, cabinet d'avocats. Ce que je ne savais pas, c'est jusqu'où il irait quand il découvrirait ce que j'avais fait. La réunion avec Thomas a duré moins d'1 heure. Il n'a pas jugé, n'a pas remis en question mes décisions. Il a simplement écouté, pris des notes et promis que les nouveaux documents seraient prêts à être signés d'ici une semaine. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Était-ce cela, le sentiment de liberté? La capacité de choisir ma propre voie, même dans la mort. Je suis rentré en voiture par des rues familières, passant devant le parc où j'avais poussé David sur les balançoires, devant le glacier où nous avions célébré sa remise de diplôme. Les souvenirs ne faisaient pas mal. Ils existaient simplement maintenant, séparés de la réalité présente. Les gens changent. Les relations évoluent. Parfois, elles se renforcent. Parfois, elles se révèlent être construites sur des fondations moins solides que nous le pensions. De retour à la maison, je me suis préparé le déjeuner et j'ai essayé de reprendre ma routine normale, mais mon esprit revenait sans cesse à ce texto. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi quand tu seras vieille. La cruauté de ces mots me piquait encore. Mais sous la douleur, je sentais autre chose grandir. La curiosité. Qu'est-ce qu'il avait provoqué? Que voulait vraiment David? J'ai sorti mes dossiers financiers et j'ai commencé à les examiner avec un regard neuf. Les 15 000 $ pour le traitement de la mère de Jessica. 5 000 $ il y a 2 ans pour leurs vacances. Non, David avait appelé ça un fonds d'urgence familiale. 3 000 $ par-ci, 7 000 $ par-là. Des montants assez petits pour que je ne les ai jamais remis en question, jamais additionnés. Mais maintenant, en les voyant listés ensemble, le schéma était indéniable. Au cours des 4 dernières années, je leur avais donné plus de 47 000 $. Est-ce que tout cela avait été pour ce qu'ils prétendaient? Ou avais-je financé leur style de vie pendant qu'ils attendaient le vrai pactole? Ma mort? Mon téléphone a sonné. Le nom de David s'est affiché sur l'écran. Mon estomac s'est noué. Je l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois avant de répondre. Bonjour. Maman. Sa voix était tendue. Il faut qu'on parle. De quoi, mon chéri? J'ai gardé un ton neutre, agréable. De ta réunion avec ton avocat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il savait. Le compte joint, bien sûr. J'avais oublié cette vieille mesure de sécurité mise en place quand Robert est tombé malade pour la première fois, juste au cas où j'aurais eu besoin que David gère les factures en urgence. J'avais l'intention de le fermer après la mort de Robert, mais je ne l'avais jamais fait. C'était une négligence de ma part. Je ne referai pas cette erreur. Je mets juste à jour certains documents, ai-je dit. Planification successorale de routine. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant, maman. Tu ne peux pas simplement changer ton testament sans en discuter avec moi. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Et pourquoi pas? C'est mon testament, David. Mes biens à distribuer comme je l'entends. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout le temps que j'ai passé à m'occuper de toi. T'occuper de moi? J'ai failli rire. David, je vis de manière indépendante. Je gère ma propre maison, mes propres finances, ma propre vie. De quoi t'es-tu occupé exactement? Ce n'est pas. Tu sais ce que je veux dire. Je suis ton fils. Je suis de la famille. Oui, ai-je dit doucement. Tu le es. Et la famille n'envoie pas de texto disant à leur mère âgée de ne pas s'attendre à des soins ou à un soutien. Silence. J'étais en colère. Je ne le pensais pas, tu le pensais, ai-je interrompu. Et je respecte tes souhaits. Tu as ta propre vie et ta propre famille. J'ai la mienne. Maman, ne fais pas ça. Ne sois pas stupide à ce sujet. Stupide? Il m'a traité de stupide. J'ai fermé les yeux, j'ai compté jusqu'à 5. Je dois y aller, David. J'ai un rendez-vous. Maman. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de peur. De colère,
de la prise de conscience que j'avais passé des années à être manipulé par quelqu'un que j'avais élevé, aimé, pour qui je m'étais sacrifié. Depuis combien de temps me voyait-il comme rien de plus qu'un compte en banque avec un battement de cœur? J'avais besoin d'un plan. Pas seulement mettre à jour mon testament, ça s'était fait. Mais je devais me protéger mes biens, m'assurer que tout ce que j'avais construit ne pourrait pas être contesté ou remis en cause. Thomas avait mentionné quelque chose à propos de fiducie entre vifs, de transferts irrévocables. Je devais comprendre mes options, mais plus que ça, je devais comprendre à qui j'avais affaire. David était-il juste cupide, ou y avait-il quelque chose de plus calculé en jeu? Jessica était-elle le moteur de tout ça, ou était-il partenaire? Et jusqu'où irait-il? J'ai passé la soirée à faire des recherches sur l'abus financier des personnes âgées, l'influence indue, les litiges successoraux. Les histoires que j'ai trouvées en ligne étaient horribles, des enfants vidant les comptes de leurs parents, falsifiant des documents, voire attendant la mort pour accéder plus tôt aux héritages. Mon propre fils pouvait-il être capable de telles choses? Je ne voulais pas le croire, mais ce texto restait dans mon téléphone comme une preuve que je ne pouvais ignorer. Il m'avait montré qui il était. Je devais le croire. À minuit, j'avais les grandes lignes d'un plan. Je documenterais tout, tiendrais des registres, constituerais un dossier si nécessaire. Et je ferais des changements stratégiques, délibérés, qui protégeraient ce qui était à moi et garantiraient que cela irait à des personnes et à des causes qui le méritaient vraiment. David voulait sa propre vie. Très bien, il pouvait l'avoir, sans que mon argent la finance. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau de Thomas avec un nouvel objectif. Je veux créer une fiducie entre vifs, lui ai-je dit. Et je veux y transférer mes principaux actifs immédiatement. Thomas s'est penché en arrière dans son fauteuil, m'étudiant par-dessus ses lunettes. Margaret, c'est une étape importante. Une fois que les actifs sont dans une fiducie irrévocable, vous ne pouvez pas y accéder facilement. Êtes-vous sûr? J'ai 71 ans, Thomas. J'ai une pension, la sécurité sociale, et plus qu'assez sur mon compte courant pour vivre confortablement pendant des années. La maison, les comptes d'investissement, je n'ai pas besoin qu'ils soient liquides. J'ai besoin qu'ils soient protégés. Il a hoché la tête lentement. Protégé de qui? De quiconque pourrait essayer de prétendre que j'étais incompétente ou indûment influencée quand j'ai fait connaître mes dernières volontés. J'ai soutenu son regard fermement. De mon fils. Voilà, je l'avais dit à voix haute. La vérité que j'avais contournée pendant des jours. Thomas n'a pas semblé surpris. Je vais rédiger les papiers, a-t-il dit. Mais Margaret, cela prendra du temps. Et si David a accès à vos informations financières? Je ferme ce compte aujourd'hui. J'ouvrirai un nouveau compte courant dans une autre banque. Il ne verra plus aucune transaction. Bien. Mais soyez prête. Quand il remarquera les transferts vers la fiducie, il saura que quelque chose d'important s'est produit. Qu'il le sache, ai-je dit. Je ne me cache pas. Je protège juste ce qui est à moi. J'ai quitté le bureau de Thomas et je suis allé directement à la Pacific Northwest Bank, où Robert et moi avions des comptes depuis 30 ans. J'ai fermé le compte joint avec David, ouvert un nouveau compte individuel et organisé le transfert de tous mes paiements automatiques. La directrice de la banque, Patricia, que je connaissais depuis des années, a tout traité efficacement, mais m'a jeté un regard inquiet. Madame Morrison, tout va bien? C'est inhabituel de fermer des comptes comme celui-ci. Tout va bien, Patricia. Je simplifie juste mes finances. J'ai souri, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Le jeudi de cette semaine-là, les documents de la fiducie étaient prêts. Thomas avait travaillé rapidement, et j'appréciais sa discrétion. La fiducie entre vifs Margaret Morrison détiendrait ma maison, mon portefeuille d'investissement et mes économies, tout sauf le compte courant dont j'avais besoin pour les dépenses quotidiennes. Les bénéficiaires avaient été soigneusement choisis, un fonds de bourse d'études à l'ancienne université de Robert, le refuge pour animaux où nous avions adopté notre chien bien-aimé Max, l'hôpital pour enfants, et un petit legs à ma nièce Emma, qui était resté en contact au fil des ans sans jamais rien demander. Le nom de David n'apparaissait nulle part dans le document. J'ai signé les papiers dans le bureau de Thomas avec son assistant juridique et sa secrétaire comme témoins. Quand ce fut fait, Thomas m'a serré la main. Les transferts prendront environ une semaine à être finalisés. Après cela, ces actifs sont bloqués. Vous ne pouvez pas changer les bénéficiaires sans dissoudre toute la fiducie. Je comprends,
ai-je dit. Merci, Thomas. Ce soir-là, David a rappelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 3 fois de plus. Au 5e appel, j'ai finalement décroché. Où étais-tu? Sa voix était tranchante d'anxiété. Je suis en parfaite santé, David. J'organise juste mes affaires. C'est ce que font les adultes responsables. Organiser tes. Mon Dieu. Maman, tu agis de manière paranoïaque. Quelqu'un t'a parlé, t'a raconté des choses sur moi. La seule personne qui m'ait dit quoi que ce soit sur toi, c'est toi, ai-je dit doucement. Tu te souviens. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi. J'ai ma propre vie et ma propre famille. J'ai expliqué que j'étais stressé. Je ne le pensais pas, tu pensais chaque mot. Ma voix était stable. Et je respecte simplement tes limites. Tu ne veux pas la responsabilité de t'occuper de moi. Très bien. Cela signifie aussi que tu n'en as pas les avantages. Quels avantages? De quoi parles-tu? Bonne nuit, David. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur ne s'emballait plus. Je me sentais calme, lucide. Pour la première fois en 71 ans, je me mettais vraiment en premier. Et c'était comme respirer après avoir été sous l'eau. 2 jours plus tard, un samedi matin, j'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers quand j'ai entendu une voiture freiner brusquement dans mon allée. La portière a claqué. Des pas ont martelé mon chemin. Je n'ai même pas eu le temps de me lever avant que David ne fasse irruption par le portail de mon jardin, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel » a-t-il crié. J'ai posé soigneusement mon sécateur et je l'ai regardé. Baisse la voix. Les voisins peuvent entendre. Je me fiche des voisins. Je viens de raccrocher avec ta banque. Ils ont dit que tu as presque tout transféré. Tout. Maman, où est-ce que c'est allé? Dans une fiducie. Cela ne te regarde pas, ça ne me regarde pas, il s'est approché, me dominant. Cet argent était censé être à moi. Papa a travaillé toute sa vie pour ça. Papa a travaillé toute sa vie pour nous, ai-je corrigé. Pour notre famille, pour notre vie ensemble. Il est parti maintenant, et c'est mon argent, à moi d'en faire ce que je veux. Tu ne peux pas faire ça. Je vais le contester. Je vais prouver que tu n'es pas compétente. Je me suis levé alors, le regardant dans les yeux. Et c'est donc. J'ai des dossiers médicaux montrant que je suis en parfaite santé. J'ai des témoins de ma santé d'esprit. J'ai la documentation de chaque décision que j'ai prise. Que as-tu, David? Un texto me disant que tu ne t'occuperas pas de moi. Son visage est devenu pâle. Tu ne comprends pas. Nous avons besoin de cet argent. Nous comptions dessus. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi en avez-vous si désespérément besoin? Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Le calcul, le ressentiment, la laide vérité de ce que j'étais devenu pour lui. Pas sa mère, son plan de retraite. Sors de ma maison, ai-je dit doucement. Et ne reviens pas sans y être invité. Il est parti. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'avais franchi une ligne, et David n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce. Je suis rentré, j'ai verrouillé mes portes et j'ai appelé Thomas. Ça a commencé, lui ai-je dit. J'ai besoin de savoir quelles sont mes protections légales. Thomas a agi rapidement. Le lundi matin, j'avais des copies de tous mes documents juridiques dans un coffre-fort à ma nouvelle banque, des sauvegardes numériques sur un service cloud sécurisé, et une lettre qu'il avait rédigée soulignant ma compétence mentale et le caractère volontaire de toutes mes décisions. Il a également suggéré quelque chose, une lettre à David, formellement documentée, expliquant mes choix. Si cela dégénère en litige, a expliqué Thomas, il est utile d'avoir une trace claire de votre raisonnement. Pas émotionnel, juste factuel. J'ai passé le mardi après-midi à écrire cette lettre. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu. Comment expliquer à son enfant qu'il vous a déçu sans paraître amer? Comment documenter la trahison en langage juridique? Finalement, j'ai fait simple. David, cette lettre confirme que moi, Margaret Ann Morrison, saine d'esprit et de corps, ai choisi d'établir une fiducie entre vifs et de désigner des bénéficiaires selon mes propres souhaits. Cette décision est basée sur votre refus déclaré de fournir des soins ou un soutien dans mes dernières années,
tel que communiqué à moi en date du date. Je respecte votre droit de donner la priorité à votre propre famille et j'exerce mon droit de donner la priorité à mon propre héritage. Ce n'est pas une punition. C'est de l'autoprotection. Je l'ai fait certifier chez le notaire à la banque. Patricia a été témoin de ma signature avec un autre employé de la banque que je n'avais jamais rencontré. Personne ne pourrait prétendre que j'avais été contrainte ou confuse. Ce mercredi-là, David est revenu. Cette fois, il a amené Jessica. J'ai entendu leur voiture arriver vers 14 heures. Je lisais dans mon salon, une tasse de thé refroidissant sur la table d'appoint. Quand la sonnette a retenti, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais se cacher ne ferait que retarder l'inévitable. Jessica se tenait sur mon porche dans un manteau coûteux. J'étais presque certaine d'avoir aidé à le payer avec l'un de ses prêts d'urgence. Son sourire était tendu, contrôlé. « Margaret, nous devons parler. »« Pouvons-nous entrer ?»« Non, ai-je dit, nous pouvons parler ici. »« Maman, ne sois pas ridicule, » a commencé David. « Je ne suis pas ridicule. Vous êtes arrivé chez moi sans appeler. Vous avez fait irruption dans mon jardin et m'avez crié dessus. Et maintenant, vous vous attendez à de l'hospitalité. Dites ce que vous avez à dire depuis le porche. » Le sourire de Jessica a vacillé. « Très bien. Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets pour toi. David m'a parlé de ces changements financiers soudains. Et honnêtement, Margaret, c'est préoccupant. Les personnes de ton âge peuvent être vulnérables aux arnaques, à la manipulation. Suggérez-vous que j'ai été arnaqué ? Nous disons que tu ne penses pas clairement, a interjeté David. Maman, tu n'as jamais pris de décision aussi irréfléchie auparavant. Déplacer tout ton argent, nous exclure. Je ne vous ai exclu de rien auquel vous ayez jamais eu droit. Vous vous êtes exclu vous-même quand vous avez clairement indiqué que j'étais un fardeau que vous ne vouliez pas, je n'ai jamais dit ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché le texto et je l'ai tendu. Relis-le. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi quand tu seras vieille. J'ai ma propre vie et ma propre famille. Tes mots, David, datés, horodatés, enregistrés. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. Elle s'est tournée vers David. Tu as envoyé ça ? Il a rougi. J'étais en colère. Elle me demandait de l'argent pour les réparations de son toit, et je venais de perdre un client, et... Peu importe. C'est ma mère. Elle ne peut pas simplement me déshériter. En fait, ai-je dit calmement, je le peux, et je l'ai fait. Pas par dépit, David. Par respect de moi-même. Tu as clairement montré ce que notre relation signifie pour toi. Je ne fais qu'honorer cela. Il s'agit d'argent, a dit soudainement Jessica, sa voix froide. Tu penses que nous ne nous soucions que de l'argent ? Nous avons été là pour toi. Nous te rendons visite, nous appelons, nous t'incluons dans nos vies. Vous me rendez visite 4 fois par an. Vous appelez quand vous avez besoin de quelque chose, et vous m'incluez dans vos vies tant que je les finançais. J'ai regardé Jessica directement. Comment va ta mère, au fait ? Remise de ce traitement contre le cancer que j'ai payé ? Elle est restée silencieuse. David lui a attrapé le bras. Nous n'avons pas à écouter ça. Maman, tu as une semaine pour reconsidérer. Une semaine pour annuler ces changements ridicules. Si tu ne le fais pas, je contacte un avocat. Je te ferai déclarer incompétente. Je contesterai cette fiducie. Je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu fais. Vas-y, ai-je dit. J'ai un avocat aussi. Un très bon. Et j'ai une documentation que tu ne peux pas combattre. Des dossiers médicaux, des déclarations de témoins, une trace écrite montrant ton exploitation financière. Et c'est donc, David, je t'en prie. Ils sont partis. Jessica pleurait. David était silencieux, la mâchoire serrée. Je les ai regardés s'éloigner et je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni regret, juste une détermination tranquille. Mais cette nuit-là, couché dans mon lit, la peur s'est insinuée. Et si David prenait un avocat ? Et s'il convainquait un juge que j'étais incompétente ? J'avais entendu des histoires d'horreur d'enfants adultes obtenant la tutelle, prenant le contrôle de la vie de leurs parents. Cela pourrait-il m'arriver ? J'ai à peine dormi. Le matin, j'étais épuisée et tremblante. J'ai de nouveau appelé Thomas. Il menace d'intenter une action en justice, lui ai-je dit.
Peut-il vraiment le faire? Il peut essayer, a dit Thomas prudemment. Mais Margaret, vous avez quelque chose que la plupart des gens dans votre situation n'ont pas. La préparation. Nous avons tout documenté. Vos dossiers médicaux sont impeccables. Vous avez des témoins. À moins que David ne puisse prouver une incompétence réelle, ce qu'il ne peut pas, il n'a aucune chance. Mais le stress de se battre. Je sais. C'est pourquoi je vous suggère de prendre quelques jours pour vous. Allez dans un endroit paisible. Restez chez une amie. Laissez David s'épuiser à faire des menaces pendant que vous restaurez votre énergie. Vous en aurez besoin. Il avait raison. J'ai appelé mon amie Linda, que je connaissais depuis l'université. Elle vivait à 2 heures de route dans une ville balnéaire, tenait une petite librairie et m'avait toujours offert une invitation permanente. Viens rester avec moi, a-t-elle dit immédiatement quand j'ai expliqué en termes généraux ce qui se passait. N'apporte que des vêtements confortables et une bonne attitude. Nous marcherons sur la plage et je te rappellerai ce qu'est la paix. J'ai fait une valise et je suis parti le jeudi matin. Je n'ai pas dit à David où j'allais. Je suis juste parti. Pendant 3 jours, j'ai marché sur la plage. J'ai aidé Linda dans sa librairie. J'ai lu des romans que je voulais lire depuis des années. J'ai dormi profondément, sans rêve. Et je me suis souvenu de qui j'étais au-delà d'être la mère de David. J'étais Margaret, une femme qui avait construit une vie, aimé profondément, survécu à la perte, et qui méritait le respect. Quand je suis rentré le dimanche soir, je me sentais prête pour tout ce qui allait arriver. La lettre m'attendait quand je suis rentré, pas dans ma boîte aux lettres, glissée sous ma porte d'entrée. Papier à lettres coûteux, écriture de Jessica. Chère Margaret, j'espère que tu pardonneras l'emportement de David. Il est tellement stressé au travail, et quand il est stressé, il dit des choses qu'il ne pense pas. Nous savons tous les deux à quel point il t'aime. Nous voulons arranger les choses. Nous aimerions t'emmener dîner ce vendredi, dans ton restaurant préféré. Parlons en famille, pas comme des adversaires. Tu nous manques. Les enfants te manquent. Charlie n'arrête pas de demander pourquoi grand-mère ne vient plus. S'il te plaît, donne-nous une chance de réparer ça. Avec amour, Jessica. Je l'ai lu 2 fois. La manipulation était si transparente que c'en était presque insultant. Invoquer les petits-enfants. Faire appel aux sentiments. Présenter la cruauté de David comme une réaction au stress. Suggérer que j'étais celle qui créait la situation conflictuelle. C'était un cours magistral de culpabilisation. L'ancienne Margaret aurait peut-être hésité. Aurait peut-être pensé, peut-être que je suis trop dur. Peut-être que je devrais les écouter. La nouvelle Margaret, celle qui avait passé 3 jours à se souvenir de sa propre valeur, a simplement placé la lettre dans un dossier intitulé « Documentation » et a noté la date. 2 jours plus tard, des fleurs sont arrivées. 2 douzaines de roses avec une carte. Maman, je suis désolé. Parlons. David. J'ai photographié la carte, l'ai ajoutée à mon dossier de documentation et j'ai fait don des fleurs à la maison de retraite du quartier. Le personnel était ravi. Je n'ai pas mentionné de qui elle venait. Puis sont venus les appels téléphoniques, pas colériques cette fois. Implorant. Jessica a appelé la première, sa voix douce et conciliante. Margaret, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? La famille est censée pardonner. La famille est aussi censée se respecter mutuellement, ai-je répondu. Se traiter avec une décence élémentaire, ne pas se considérer comme des distributeurs automatiques de billets. Ce n'est pas juste. Nous n'avons jamais. Jessica, j'ai les registres de chaque centime que je vous ai donné au cours des 4 dernières années. 47 000 $ pour des urgences qui n'ont jamais été vraiment expliquées. Devrions-nous les passer en revue ensemble? Elle a raccroché. David a essayé ensuite. Son approche était différente. Blessée, confuse. Maman, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Tu as changé. Tu n'es plus la personne qui m'a élevé. Tu as raison. La personne qui t'a élevé était un paillasson qui faisait passer les besoins de tout le monde avant sa propre dignité. Je ne suis plus elle. Ce n'est pas maman. S'il te plaît, dîne juste avec nous. Un dîner. Si tu ressens toujours la même chose après, très bien. Mais donne-nous une chance. J'ai failli dire oui.
Pas parce que je les croyais, mais parce que j'étais fatigué. Parce que dire non encore et encore était épuisant. Parce qu'une petite partie de moi voulait encore croire que mon fils pouvait changer. Mais je me suis souvenu de ce texto. Le mépris pur et non dilué dans ces mots. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi. Il m'avait montré la vérité. Pourquoi doutais-je de ce que j'avais vu? Non, David. C'est fini. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Tu vas le regretter. Est-ce une menace? Silence. C'est une prédiction. Il a raccroché. Je suis resté assise dans ma cuisine, les mains jointes sur la table, respirant lentement. Faisais-je la bonne chose ou laissais-je l'orgueil détruire ce qui restait de ma famille? J'ai appelé Linda. Elle a écouté toute l'histoire. Les lettres, les fleurs, les appels téléphoniques. Ils essaient de t'avoir à l'usure, a-t-elle dit. C'est une tactique de manipulation classique. Ils ne sont pas vraiment désolés, Margaret. Ils sont juste désolés de perdre l'accès à ton argent. Mais si je me trompe? Si je suis trop dur? Se sont-ils excusés pour le texto? J'y ai réfléchi. David avait dit qu'il était stressé, qu'il ne le pensait pas. Mais il n'avait jamais réellement dit « Je suis désolé de t'avoir blessé ». J'ai eu tort. Ni Jessica. Non, ai-je dit lentement. Ils se sont excusés pour ma réaction, pas pour l'avoir fait. Voilà ta réponse. Elle avait raison. Et j'avais besoin de plus que du soutien de Linda. J'avais besoin d'une communauté. J'avais besoin de me souvenir que David et Jessica n'étaient pas ma seule famille. J'ai recommencé à fréquenter mon groupe d'église. J'avais laissé tomber après la mort de Robert. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés. J'ai appelé ma nièce Emma, qui est descendue de Seattle le week-end suivant et m'a emmené déjeuner. Emma a tout écouté, son jeune visage sérieux. À 28 ans, elle était plus proche de l'âge de David que du mien, mais elle comprenait ce que je ne pouvais pas dire à mes pères. Tante Margaret, a-t-elle finalement dit, certaines personnes sont des preneurs. Elle ne voit pas les relations comme mutuelles. Elle les voit comme des transactions. Il semble que David et Jessica soient des preneurs. C'est mon fils, ai-je murmuré. Je sais, et c'est ce qui fait le plus mal. Mais tu as toujours le droit de te protéger. Le soutien m'a aidé. Chaque conversation, chaque café, chaque service religieux me rappelait que je n'étais pas seul, que je n'étais pas folle, que fixer des limites ne faisait pas de moi une mauvaise personne. À la fin de la 2e semaine, les appels de David et Jessica avaient cessé. Le silence était à la fois un soulagement et troublant. Que préparait-il? Consultait-il des avocats, ou avait-il finalement accepté ma décision? J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer une acceptation. Ils sont apparus un dimanche matin, 3 semaines après mon retour de chez Linda. Je prenais mon petit déjeuner quand j'ai entendu des voix dans mon allée. Celle de David, de Jessica, et l'excitation aiguë des enfants. Mes petits-enfants. Ils avaient amené mes petits-enfants. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent sonner. Charlie, 6 ans, a couru vers moi. Grand-mère, on t'a apporté des biscuits. Maman a dit que tu ne te sentais pas bien. Mon cœur s'est serré. Je l'ai serré dans mes bras, respirant son odeur de petit garçon, d'herbe et de bonbons aux fruits. Sa sœur Mia, 4 ans, est restée timidement en retrait, puis s'est avancée pour son câlin aussi. Par-dessus leur tête, j'ai croisé le regard de David. Il a souri, mais cela n'a pas atteint son expression. On a pensé te faire une surprise, a dit Jessica d'un ton enjoué. C'est une si belle journée. On pourrait faire un pique-nique en famille dans ton jardin, comme au bon vieux temps. Vous auriez dû appeler d'abord, ai-je dit prudemment, me reculant des enfants. Grand-mère, tu ne veux pas nous voir? La voix de Charlie était confuse, blessée. Que étais-je censé répondre à ça? Que oui, je voulais le voir, mais pas comme un outil de manipulation. Que je l'aimais désespérément. Mais que ses parents avaient empoisonné notre relation en l'utilisant comme levier. Bien sûr que je veux te voir, mon chéri. Mais les adultes devraient toujours appeler avant de rendre visite. On a appelé, a dit David. Tu n'as pas répondu. Parce que j'avais vu son nom et que j'avais laissé sonner dans le vide, parce que je devais protéger ma paix. Allez, maman. Laisse-nous entrer. Les enfants sont excités de passer du temps avec leur grand-mère.
À moins que tu ne veuilles tourner le dos à tes propres petits-enfants. Son ton était léger, mais la menace sous-jacente était claire. Rejette-nous, et tu les rejettes eux. Je me suis écarté. Quel choix avais-je? Ils se sont installés dans mon salon, les enfants par terre avec des livres de coloriage que Jessica avait commodément apportés. David et Jessica sur mon canapé comme s'ils étaient chez eux. Jessica a sorti une boîte de biscuits faits maison, qu'elle savait être mes préférés. David a commenté à quel point la maison était belle, à quel point je l'entretenais bien. Chaque mot était calculé. Alors, a dit Jessica après 20 minutes de conversation pénible. Nous avons réfléchi à tout ce qui s'est passé et nous voulons nous excuser. C'est vrai, a fait écho David. Maman, nous avons mal géré ça. Je n'aurais jamais dû envoyer ce texto. J'étais frustré par le travail, par le stress financier, et je me suis défoulé sur toi. Je suis désolé. Cela semblait répété. Mais les enfants coloriaient à 3 mètres de là et j'étais censé croire que c'était sincère. Pourquoi exactement êtes-vous désolé, ai-je demandé. Jessica a cligné des yeux. De t'avoir blessé, de t'avoir donné l'impression que nous ne nous soucions pas de toi. Mais est-ce que vous vous souciez de moi? Ou vous souciez-vous de mon argent? La mâchoire de David s'est crispée. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Vous m'avez traité d'incompétente, menacé de me poursuivre en justice, et maintenant vous êtes assis dans mon salon à attendre quoi? Que j'annule ma fiducie parce que vous avez amené les enfants et quelques biscuits? Nous essayons de nous racheter, a dit Jessica, sa voix se durcissant légèrement. Nous essayons d'être une famille, mais tu rends ça impossible. Je rends ça impossible? J'ai fixé une limite après que vous m'ayez explicitement dit que vous ne vous occuperiez pas de moi. J'ai protégé mes biens après des années d'urgence inexpliquées qui ont vidé mes économies. Et c'est moi le problème? Baisse la voix, a sifflé David. Les enfants sont juste là. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû les amener à cette conversation. Jessica s'est levée brusquement. Charlie, Mia, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dans le jardin? Grand-mère a un joli jardin. Les enfants se sont précipités dehors, inconscients de la tension. Dès que la porte s'est fermée, le masque de Jessica est tombé. Arrêtons de faire semblant, a-t-elle dit froidement. Tu es égoïste et vindicative. Tu as plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin, et tu le gardes pour toi pendant que ta propre famille se débat. Se débat? Vous conduisez une Mercedes. Vos enfants vont à l'école privée. Où est exactement la difficulté? Ça ne te regarde pas, a lancé David. Mais mon argent vous regarde. Nous sommes ta famille. Après tout ce que nous avons fait. Qu'avez-vous fait? Je me suis levé, répondant à son énergie. Nomme une seule chose que vous ayez faite pour moi au cours des 5 dernières années qui n'ait pas été motivée par l'héritage éventuel. Il ne pouvait pas. Le silence était accablant. Voici ce qui va se passer, a dit David, sa voix basse et dangereuse. Tu vas appeler ton avocat. Tu vas dissoudre cette fiducie. Tu vas restaurer notre héritage. Et tu vas le faire avant la fin du mois. Ou quoi? Ou tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Jessica a lancé la menace calmement, comme si elle parlait de la météo. Nous déménagerons s'il le faut. Nous leur dirons que tu ne voulais pas les voir, que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mes petits-enfants. La pensée de ne plus jamais voir le sourire édenté de Charlie, de ne plus jamais entendre Mia chanter faux. Mais même à travers la douleur, j'ai vu la manipulation pour ce qu'elle était. L'arme ultime, les enfants. Ils les utiliseraient, leur feraient du mal, sacrifieraient leur relation avec moi, tout ça pour de l'argent. Sortez, ai-je dit doucement. Maman. Sortez de ma maison, maintenant. Et si jamais vous utilisez à nouveau ces enfants comme levier, je le documenterai. Je m'assurerai que tout juge qui le verra comprenne exactement quel genre de parent vous êtes. Le visage de David est devenu violet de rage. Tu vas le regretter. Je te le promets. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu qui vous étiez vraiment il y a des années. Ils sont partis, arrachant les enfants du jardin avec à peine un au revoir. Mais grand-mère. Confus de Charlie a été coupé par le claquement de la portière. Je les ai regardés s'éloigner, tout mon corps tremblant. Venais-je de perdre mes petits-enfants? David irait-il vraiment jusqu'au bout?
La pensée m'a rendu physiquement malade. J'ai couru aux toilettes et j'ai eu des hauts le cœur, mon corps se rebellant contre le stress. Mais sous la peur, autre chose brûlait. La fureur. Comment osait-il? Comment osait-il utiliser des enfants innocents comme des pions? Je ne reculerai pas. Je ne pouvais pas, car si je le faisais, quel message cela enverrait-il? Que je pouvais être manipulé? Que les menaces fonctionnaient? Qu'il pouvait me traiter comme il voulait tant qu'il tenait mes petits-enfants en otage? Non. J'ai appelé Thomas. Ils ont menacé de me couper de mes petits-enfants si je n'annule pas la fiducie. Sa réponse a été immédiate. Documentez tout. Écrivez exactement ce qui a été dit. S'ils vont jusqu'au bout, nous pourrions en avoir besoin pour des considérations de garde plus tard. La garde. Le mot a fait battre mon cœur. Mais il avait raison. C'était la guerre maintenant, et je devais me battre intelligemment. La lettre de l'avocat est arrivée 3 semaines plus tard. Pas de Thomas, de l'avocat de David. Un cabinet du centre-ville réputé pour les litiges familiaux agressifs. Madame Morrison, notre client, David Morrison, a retenu nos services concernant des questions sur votre compétence mentale et les récentes décisions financières prises sous une contrainte potentielle ou une capacité diminuée. Nous vous demandons respectueusement de vous soumettre à une évaluation psychiatrique indépendante. Je l'ai lu calmement, assise dans ma cuisine avec mon café du matin. C'est donc comme ça qu'il voulait jouer. Très bien. J'ai appelé Thomas immédiatement. Ils jouent la carte de l'incompétence. Ils veulent une évaluation psy. Qu'ils le fassent. Thomas semblait presque satisfait. Margaret, vous êtes l'une des personnes les plus vives d'esprit que je connaisse. Vous réussirez n'importe quelle évaluation qu'ils vous proposeront et leur affaire s'effondrera. Mais nous devons être stratégiques. Acceptez l'évaluation, mais insistez pour choisir le psychiatre sur une liste approuvée par le tribunal. Nous contrôlons le processus. Moins d'une semaine plus tard, j'étais assise en face du docteur Patricia Hernandez, une psychiatre légiste spécialisée dans les cas de compétence des personnes âgées. Elle était professionnelle, minutieuse, et impossible à charmer ou à manipuler. Pendant 3 heures, elle m'a posé des questions sur mon histoire de vie, mon éducation, mes décisions financières, ma relation avec David. Elle m'a fait passer des tests cognitifs, des évaluations de la mémoire, des énigmes logiques. Elle a examiné mes dossiers médicaux. Elle a interrogé mon médecin. Quand nous avons terminé, elle a pris quelques notes et m'a regardé directement. Madame Morrison, je déposerai mon rapport formel auprès du tribunal, mais je peux vous dire maintenant qu'il n'y a absolument aucune preuve de déclin cognitif, de capacité diminuée ou d'influence indue. Vos décisions, bien que peut-être inhabituelles du point de vue de la dynamique familiale, sont entièrement rationnelles et bien réfléchies. Merci, ai-je dit. Et officieusement, elle s'est penchée légèrement en avant, j'ai déjà vu ce schéma. Des enfants adultes qui se sont positionnés comme héritiers éventuels réagissent mal lorsque les parents exercent leur autonomie. Ce que vous vivez, c'est de l'abus financier des personnes âgées, mais à l'envers. Ils essaient de vous abuser pour vous forcer à vous conformer. Ces mots ont validé tout ce que j'avais ressenti mais que j'avais eu peur de nommer. L'audience de compétence a été fixée au 15 novembre dans une salle d'audience grise qui sentait le vieux bois et l'anxiété. David et Jessica étaient assis de l'autre côté de l'allée avec leur avocat, un homme mielleux dans un costume coûteux. Ils ne me regardaient pas. J'étais assise avec Thomas, portant mon meilleur tailleur, mes cheveux bien coiffés, mes mains stables. L'avocat de David a commencé. Il a brossé le portrait d'une veuve accablée de chagrin, vulnérable et isolée, prenant des décisions financières erratiques sans consultation familiale. Il a insinué que j'avais été influencé par mon avocat. Thomas est resté impassible. Il a suggéré un début de démence. Puis le docteur Hernandez a pris la barre. Elle a détruit leur affaire en 15 minutes. Elle a détaillé mes scores cognitifs parfaits, ma compréhension complète de ma situation financière, mon articulation claire de mon raisonnement. Elle a noté que je gérais mon propre foyer, que je conduisais de manière indépendante, que je maintenais une vie sociale active et que je ne montrais aucun signe de déficience. En fait, a-t-elle dit en regardant directement le juge, Madame Morrison démontre une littératie financière et un raisonnement logique supérieur à la moyenne pour son groupe d'âge. Ses décisions, bien qu'émotionnellement difficiles pour les membres de la famille, sont entièrement compétentes et autonomes. L'avocat de David a essayé de se reprendre.
Mais n'est-il pas inhabituel qu'une mère déshérite complètement son fils unique? Inhabituel, peut-être, mais pas incompétent. Madame Morrison a des raisons claires et documentées pour ses choix. Que ses choix correspondent ou non aux préférences de son fils n'a aucune pertinence quant à sa capacité mentale. La juge, une femme dans la soixantaine, a regardé David par-dessus ses lunettes. Monsieur Morrison, pourquoi avez-vous envoyé à votre mère un texto déclarant, et je cite, « Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi quand tu seras vieille. J'ai ma propre vie et ma propre famille ». Le visage de David est devenu rouge. Il a bafouillé. J'étais en colère. Elle me demandait de l'argent. Donc, vous étiez en colère à propos de l'argent et maintenant vous êtes en colère qu'elle distribue son argent selon ses propres souhaits plutôt que les vôtres. Ce n'est pas si simple. Cela me semble assez simple. La juge s'est tournée vers moi. Madame Morrison, quelqu'un vous a-t-il contrainte à prendre ces décisions financières? Non, votre honneur. Êtes-vous consciente de ce que vous faites et des conséquences? Complètement consciente. Souhaitez-vous apporter des modifications à votre plan successoral? Non, votre honneur. Mon plan est exactement comme je le veux. Elle a frappé son marteau. La pétition pour incompétence est rejetée. Madame Morrison est clairement saine d'esprit et a tout à fait le droit de gérer sa succession comme elle l'entend. Affaire classée. L'avocat de David a rapidement rassemblé ses papiers. Jessica avait l'air stupéfaite. Mais David me regardait avec une haine pure. Alors que nous sortions de la salle d'audience, il m'a attrapé le bras dans le couloir. Ce n'est pas fini. Thomas s'est immédiatement interposé. Monsieur Morrison, cela pourrait être interprété comme du harcèlement. Je vous suggère de vous éloigner. David a relâché mon bras, mais s'est penché près de moi. Tu fais une énorme erreur, mère. Quand tu seras vieille, malade et seule, ne viens pas pleurer chez moi. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quand avais-je perdu mon fils? Ou n'avait-il jamais été la personne que je pensais qu'il était? David, ai-je dit doucement, je ne serai pas seul. J'ai des amis. J'ai une communauté. J'ai du respect pour moi-même. Que as-tu, à part la cupidité? Il s'est éloigné sans répondre. J'aurais dû me sentir triomphante. J'avais gagné. Mais je me sentais seulement vide. Thomas a posé une main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce que l'amour et la trahison peuvent exister simultanément. Il est toujours votre fils. Vous avez le droit d'en faire le deuil. J'ai hoché la tête, ne me fiant pas à ma voix pour parler. Mais alors que nous sortions du palais de justice sous le soleil d'automne, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le doute avait disparu. La culpabilité avait disparu. Ce qui restait, c'était la clarté. J'avais gagné, et je n'en avais pas encore fini. 2 mois après l'audience, j'ai reçu une lettre recommandée de la société de prêt hypothécaire de David et Jessica. Ils avaient manqué 3 paiements. La banque entamait des procédures de saisie. Comment l'ai-je découvert? Parce qu'ils m'avaient inscrite comme contact d'urgence il y a des années et ne l'avaient jamais mis à jour. Donc, ils avaient de graves difficultés financières. La voiture chère, l'école privée, le style de vie qu'ils avaient maintenu, tout était construit sur la dette. Et ils comptaient sur mon héritage pour les renflouer. Une partie de moi a ressenti une lueur de sympathie. Ils avaient des enfants. Charlie et Mia ne devraient pas souffrir parce que leurs parents ont fait de mauvais choix. Mais je me suis souvenu de la menace froide de Jessica, tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Je me suis souvenu de la haine de David dans ce couloir de palais de justice. Je me suis souvenu d'années de manipulation déguisées en besoin. J'ai pris une décision. J'ai appelé un détective privé, un détective de police à la retraite que Thomas avait recommandé pour les affaires successorales. J'ai besoin que vous enquêtiez sur les finances de mon fils. Je veux que vous découvriez tout. Où est allé l'argent, à quoi ils l'ont dépensé. Je veux de la documentation. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant. Au cours des 6 dernières années, David et Jessica avaient dépensé plus de 200 000 $ au-delà de leurs moyens. Pas pour des produits de première nécessité, mais pour des vacances en Europe, un bateau qu'ils avaient utilisé 2 fois, la chirurgie esthétique de Jessica, des abonnements à un country club, des frais de scolarité privés qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et voici le clou du spectacle.
Ils avaient contracté des prêts sur leur héritage attendu de ma part. Plusieurs prêts de différents prêteurs. Ils étaient si confiants que je mourrais et leur laisserais tout qu'ils avaient emprunté contre cet héritage. Le détective a également trouvé autre chose. Des emails. David correspondait avec un avocat spécialisé en succession il y a des années, se renseignant sur les moyens d'accélérer l'héritage dans les cas où les parents étaient difficiles. L'avocat avait refusé de s'engager, mais les emails existaient. J'étais assise dans le bureau de Thomas, lisant le rapport, le cœur au bord des lèvres. Il planifiait ça depuis des années. Il semble que oui, a dit Thomas prudemment. Margaret, je dois vous demander, voulez-vous poursuivre cette affaire? Nous avons des preuves de fraude, d'exploitation financière possible des personnes âgées. Nous pourrions porter plainte. J'y ai pensé. Voir mon fils me noter, mes petits-enfants rendant visite à leur père en prison. Le scandale, la publicité. Non, ai-je dit finalement. Pas de poursuite pénale. Mais je veux qu'ils sachent que je sais. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ont perdu. Thomas m'a aidé à rédiger une lettre. Elle a été livrée par coursier à la maison de David un mardi matin. David et Jessica, je suis maintenant en possession de dossiers financiers complets montrant vos habitudes de dépenses, vos prêts sur ma succession anticipée, et vos communications concernant l'accélération de mon héritage. J'ai également la documentation de vos menaces de me priver de l'accès à mes petits-enfants, de vos fausses allégations de mon incompétence, et de votre harcèlement. Je veux être clair. Je ne vous fournirai aucune aide financière, ni maintenant, ni jamais. Votre crise hypothécaire est la vôtre à résoudre. Vos dettes sont les vôtres à rembourser. Vos choix financiers sont vos propres conséquences. Cependant, je ne suis pas cruel. Vous trouverez ci-joint les coordonnées de services de conseil financier, de ressources de consolidation de dettes et d'options de thérapie familiale. Je vous recommande de les utiliser. Mon plan successoral reste inchangé. À ma mort, mes biens seront distribués comme spécifié dans ma fiducie. Vous ne recevrez rien. J'ai cependant une dernière offre. Si, à un moment quelconque, vous vous excusez sincèrement, non pas parce que vous voulez quelque chose, mais parce que vous reconnaissez réellement le mal que vous avez causé, et si vous êtes disposé à reconstruire une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'attente financière, ma porte est ouverte. Pas à mon chéquier, à mon cœur. Mais cette décision vous appartient. Margaret. Je n'ai eu aucune nouvelle pendant 3 semaines. Puis, la veille de Noël, on a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Charlie et Mia sur mon paillasson, tenant la main d'une femme que je ne reconnaissais pas. La voiture de David était garée dans la rue, mais il n'est pas sorti. La femme s'est présentée comme une superviseure désignée par le tribunal pour les visites familiales. David et Jessica, il s'est avéré, avaient perdu leur maison. Ils avaient dû emménager chez les parents de Jessica dans un autre état. Dans le cadre de leur procédure de faillite, ils avaient dû accepter de m'autoriser des visites supervisées avec les petits-enfants. Ils ne l'avaient pas fait par gentillesse. Le tribunal l'avait ordonné après que quelqu'un, je soupçonnais Thomas, avait déposé une plainte concernant les droits de visite des grands-parents. Mais je me fichais de leur motivation. J'avais mes petits-enfants pendant 2 heures. Nous avons fait des biscuits. Nous avons lu des histoires. Nous avons joué dans la neige qui avait commencé à tomber doucement dehors. Quand ils sont partis, Mia m'a serré fort. Grand-mère, on peut revenir? N'importe quand, ma chérie. N'importe quand. J'ai regardé la voiture s'éloigner. David n'a pas regardé une seule fois ma maison. J'avais gagné. Pas de la manière que j'aurais voulu. J'aurais voulu retrouver mon fils, entier, aimant et réel. Mais j'avais gagné selon les termes qui comptaient. Mon autonomie, ma dignité, ma paix. Et parfois, c'est la seule victoire possible. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé à Portland avec une explosion de cerisiers en fleurs et des matins clairs et lumineux. Je commençais chaque journée par ma course de 5 km, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Mon nouveau médecin a dit que j'avais la santé cardiovasculaire de quelqu'un de 15 ans plus jeune. Quoi que vous fassiez, continuez, a-t-elle dit avec un sourire. Ce que je faisais, c'était vivre. Vraiment et pleinement vivre. J'avais rejoint un club de lecture sur la recommandation de Linda, un groupe de femmes allant de la 50aine à la 80aine qui se réunissaient chaque semaine pour discuter de littérature et de la vie. Nous sommes devenus des amis proches. Leur soutien était indéfectible.
J'avais aussi commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants, l'un des bénéficiaires de ma fiducie. Je lisais aux enfants en traitement, je jouais à des jeux avec eux, j'offrais du réconfort aux parents inquiets. Cela me donnait un but et comblait le vide en forme de grand-mère que David et Jessica avaient créé dans mon cœur. Le fonds de bourse d'études de l'université de Robert avait déjà aidé 3 étudiants. J'ai reçu des lettres de remerciement de leur part, des expressions sincères et authentiques de gratitude qui m'ont fait pleurer de joie. C'était ça, un héritage. C'était ça, le sens. Ma nièce Emma et moi nous étions rapprochés. Elle venait me voir tous les mois et nous avons développé une véritable amitié. Tu es la personne la plus sage que je connaisse, tante Margaret, m'a-t-elle dit un jour. Venant de quelqu'un qui me connaissait à peine un an plus tôt, cela signifiait tout. J'avais fait la paix avec mes choix. Oui, je pleurais la relation avec David que j'avais espéré que nous aurions, mais je ne regrettais pas de m'être protégé. J'avais appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous maltraiter. Que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect et le soin mutuel. Ma maison était pleine d'amis, de rires, de sens. J'avais des abonnements à la symphonie avec mon club de lecture. J'avais recommencé à peindre et j'avais même vendu 2 toiles dans une galerie locale. Je rendais visite à Linda tous les mois. J'avais même fait une croisière en Alaska avec mon groupe d'église. C'était la vie que je méritais. Pendant ce temps, la situation de David et Jessica s'était encore détériorée. Je ne cherchais pas d'informations, ce serait mesquin. Mais dans une ville comme Portland, les nouvelles circulent. Ils avaient déclaré faillite. Ils avaient emménagé dans un appartement exigu dans un quartier moins désirable. Jessica avait dû trouver un emploi pour la première fois depuis des années, dans la vente au détail. David avait complètement perdu son entreprise et travaillait comme vendeur dans un magasin d'électronique. Les enfants avaient été retirés de l'école privée. Le bateau avait été saisi. La Mercedes remplacée par une berline de 10 ans. Ils avaient bâti toute leur vie sur de l'argent qu'ils n'avaient pas, misant sur un héritage qu'ils n'avaient jamais mérité. Et quand cette fondation s'est effondrée, tout s'est écroulé avec. Je me sentais plus triste que satisfaite. Triste qu'ils aient gâché des années à courir après la richesse au lieu de construire de véritables relations. Triste que mes petits-enfants subissent les conséquences de la cupidité de leurs parents. Mais j'avais appris quelque chose de crucial. On ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger et construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les visites supervisées avec Charlie et Mia ont continué tous les mois. « Pourquoi on ne te voit pas plus, grand-mère ?» avait demandé Charlie lors de la dernière visite. « Parce que parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Je t'aimerai toujours. Toujours. Et chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Même quand vous serez grand. Surtout quand vous serez grand. » Quand ils auront 18 ans, ils trouveront chacun une lettre les attendant, expliquant tout, offrant un soutien pour l'université, et s'assurant qu'ils sachent qu'ils étaient aimés. Pas par une grand-mère désespérée essayant d'acheter de l'affection, mais par une femme qui s'estimait suffisamment pour exiger le respect et qui espérait leur apprendre à faire de même. En y repensant maintenant, je comprends ce que ce texto m'a donné. La liberté. La liberté de voir clairement, de me choisir, de construire une vie basée sur la dignité plutôt que sur l'obligation. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté. C'est de l'autoprotection. Que l'on peut aimer quelqu'un et refuser d'être manipulé par cette personne. Que la vraie famille est construite sur le respect, pas sur la biologie. Mon héritage n'est pas dans un compte en banque dont quelqu'un héritera. Il est dans les étudiants qui recevront une éducation, les enfants malades qui seront réconfortés, les relations que j'ai bâties sur le soin mutuel. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez ne vous voyait que comme un chèque de paie? Auriez-vous le courage de vous éloigner? Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle donnera à quelqu'un d'autre la force de se choisir. Parce que vous méritez le respect, toujours.